Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau du Grand Likita spécial RDC. Enjeux et défis, nous avons bien sûr installé notre plateau sur Kinshasa pour faire l'état des lieux de ce pays qui a de grands rendez-vous en 2016, des rendez-vous qui démarrent d'ailleurs en 2015. Notre premier invité, c'est M. Tony Bolamba. Bonjour Tony Bolamba. Monsieur Pololo, bonjour. Merci d'être avec nous Tony Bolamba. Vous êtes candidat au prochain rendez-vous politique de la RDC. Est-ce une volonté de vous inscrire pour l'avenir ou de renouveler la classe politique? Vous savez, renouveler la classe politique ou m'inscrire pour l'avenir, je pense que ce sont deux objectifs. Dans l'ancienne classe politique, il n'y a pas que, si on peut dire, des pourris. Il y a aussi certaines personnalités sur qui nous pouvons nous appuyer compte tenu de leurs expériences, et nous apportons l'expertise. Donc associer l'expérience et l'expertise, c'est quelque chose de très important, surtout pour un pays qui est en train de se chercher, si on peut utiliser ces termes, qui est beaucoup plus public. Je me présente parce que j'ai des convictions. Je me présente parce que c'est un devoir des citoyens de servir la République. Mais vous voulez être présent à tous les niveaux. Oui, j'avais annoncé les couleurs. Oui, j'avais dit que je serais candidat à tous les niveaux. Je suis candidat député provincial en Galiema, je suis candidat gouverneur de la nouvelle province de l'Équateur. J'attends les prochaines échéances sénatoriales, présidentielles. Je serai candidat à tous niveaux. Cela veut-il dire que vous êtes l'un des rares à accepter le calendrier de la CENI qui a été décrié? Non, mais vous savez, M. Pololo, le calendrier de la CENI a été décrié. Moi, j'estime que lorsqu'on fait de la politique, on doit être prêt à tout moment. Parce que la politique, c'est quoi? C'est la recherche du pouvoir pour gagner, conserver, pour servir la cité. Ceux qui sont là, ils ont cherché le pouvoir, ils cherchent à les conserver pour continuer à servir la cité. Nonobstant que leur service à la cité ne soit pas vraiment en adéquation avec les aspirations de la population, mais c'est leur droit naturel de conserver aussi les pouvoirs par des voies légales, des manières légales. C'est à nous qui ne sommes pas d'accord de la façon dont la République et la cité est gouvernée, d'être prêt pour apporter notre son de cloche. Mais justement, vous avez soumis votre candidature pour les provinciales et voilà déjà un premier rapport. Ça vous désavantage, ça vous énerve, ça vous désole? Non, ça fait 18 ans que je suis calme, stationnaire. Moi, je ne suis pas là, je stagne pas. Ça ne me désavantage pas. Moi, dans la vie, j'ai toujours dit qu'il faut aller à l'essentiel. Vous n'étiez que deux candidats, au moins vous aviez pratiquement l'élection assurée. Et là, il faudra attendre que tout le monde vienne et ça va être un peu plus difficile. Non, moi, on a annoncé les calendriers un jeudi soir, la nuit. J'ai su les vendredis, les samedis, nous étions allés en Bandaka pour présenter notre candidature. Nous avons un programme concret. Bon, je ne sais pas les messieurs qui sont là, je ne serai pas là pour parler de lui. Bon, j'ai entendu qu'il serait un homme des passifs. Je ne parlerai pas que c'est un homme du passé. Si c'est un homme du passif, nous allons apporter l'actif et les positifs pour les biens de l'Équateur et de toute la République. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est aussi un recul sur le plan politique? On a connu à l'époque de Mobutu, Koya Diallo, gouverneur du Katanga, des gens du Bas-Congo dans le Kivu. Et là, avec les premières informations qui ressortent des candidatures pour les gouvernorats, chacun est rentré pratiquement dans son village, ce que Mobutu reprochait. Non, moi je suis un mobutiste, ce n'est pas un secret. Bon, je suis candidat dans la nouvelle province de l'Équateur parce que je connais. Je pouvais même être candidat au Katanga. Oui. Bon, comme on a repoussé, je peux même retirer ma candidature et aller au Katanga. Et vous pensez qu'aujourd'hui... Mais je gagnerai parce que je connais les enjeux de mon pays, je connais mon pays. Mais justement, ces enjeux-là, justement, est-ce que vous n'avez pas peur, parce que je reprends ce que j'ai dit, les premiers résultats des candidatures ont montré que chacun est retourné pratiquement chez lui, et cette nation, c'est comme ça qu'on va la construire? Non, je n'ai pas peur, c'est juste, il faudrait que nous ayons une très grande ouverture d'esprit, une très grande vision pour préserver l'unité nationale, pour préserver la coalition de notre pays. Ça ne me fait pas peur. Pour moi, c'est un défi d'ailleurs. Même si nous regardons, on voit par exemple, je vais prendre des pays, comme on dit, un peu civilisés, développés, entre guillemets, parce que chacun de nous a sa civilisation. Les Occidentaux, ça reste la référence. Non, chacun de nous a sa civilisation. On n'a pas de référence. Bon, vu que certains aiment bien donner certaines leçons à d'autres, je prendrai l'exemple.
Bon, je vais prendre en France. La dernière fois, nous nous sommes vus en France. Bien sûr. On m'avait interviewé en France, dans nos bureaux à Paris. Je vais prendre l'exemple. Quand nous allons, par exemple, en Corrèze, vous verrez bien que ce sont les enfants du terroir qui sont là. François Hollande des Corrèzes, comme François Mitterrand. Vous allez à Poitiers, vous avez Bayrou. Vous allez aux États-Unis, au Texas, par exemple, vous avez les Bush qui sont originaires. Chez eux, là-bas. Mais l'esprit de sauvegarder la cohésion, l'unité nationale, oui, de leur pays, comme en France, comme les deux pays dont je viens d'évoquer ici, parce que c'est des pays que je côtoie assez régulièrement. Moi, ça ne me fait pas peur. D'ailleurs, pour moi, c'est cette sorte d'autonomie provinciale doit rebooster les pays, parce que nous sommes un pays qui ne peut rapidement se développer que par la décentralisation. Ça ne fait pas peur? Non, moi je peux. Beaucoup pensent que c'est la porte ouverte au fédéralisme, à la balkanisation. Non, moi je dirais d'ailleurs que c'est une décentralisation qui est très avantageuse pour nous. Bon, il faut aussi prendre des fois certaines bonnes choses qu'on fait ailleurs. Moi, je vois au Congo-Brazzaville, par exemple, ils font la municipalisation accélérée. Ouais. Moi, je peux copier ce qui est bon de chez eux, je ferai une décentralisation accélérée. Par exemple, nous avons nos 6 territoires dans la région, dans la province où je suis candidat. On peut rénover les aéroports de Bassankoussou, des Bolomba, tout ça. Pour le tourisme, nous sommes un pays vert. Il faut aussi construire les infrastructures. Non, les infrastructures, par exemple, à l'Équateur ou en RDC, il y en a. Ça ne manque pas, il faut rénover les infrastructures. Moi, un jour, j'ai débatté avec un monsieur d'une dissidence du PPRD, un monsieur de l'UNC, dissident du PPRD, qui me dit qu'il faudrait construire les infrastructures. J'ai dit non, je vais vous apprendre peut-être pas l'histoire de mon pays. À l'époque, pendant la colonisation belge, comment les Belges faisaient pour envoyer, par exemple, les VA d'Ikela à Anvers? C'est qu'il y avait des moyens. Et actuellement, nous avons d'ailleurs des moyens beaucoup plus modernisés, adaptés pour éviter les obstacles. Ça sera encore plus rapide. Les infrastructures de base ne nous manquent pas. Nous devons rénover ça, après faire des grands travaux. Juste une question. Donc ça demande une vision de ceux qui auront la charge de diriger ces nouvelles provinces. Et vous pensez que vous avez une vraie vision pour cette province, nouvelle province, précisez. Oui, mais moi je peux... De l'Équateur. Oui, même pas que de l'Équateur. Je peux même diriger la nouvelle province de Lomami. Donc, parce que le Congo, c'est mon pays. Ce n'est pas que l'Équateur. Vous connaissez ce pays? C'est mon pays. Je peux être gouverneur à Lomami, Maniema, Ouélé, Baouélé, ça ne m'inquiète pas. Bon, maintenant, là, je suis à l'Équateur. Si après 5 ans, on verra ce que, par exemple, ce que je veux apporter là-bas, je peux dire, je change de fief, je serai candidat dans les Bas-Congo. En tout cas, on peut attendre Moi, j'ai étudié à Tumba, donc j'ai des attaches dans les Bas-Congo, je connais les Bas-Congo. Voilà, on a vu Nzouzi Mbombo. Maman Nzouzi a été là-bas. Voilà, donc ça montre quand même. Mais c'est ça, justement, on peut espérer que avec toutes ces nouvelles compétences qui arrivent sur le terrain, mais écarter l'esprit de balkanisation. Oui. Il ne faut pas avoir peur. Non, pourquoi on doit tout le temps effrayer la population? Ceux qui effrayent la population, c'est parce qu'ils n'ont pas un discours clair, ils n'ont pas un programme clair. Raison pour laquelle ils s'agrèvent sur des esprits ethniques, des esprits régionalistes pour effrayer, pour avoir un discours qui doit effrayer la population. Moi, mon discours à moi n'est pas axé et ne sera jamais axé d'ailleurs sur l'ethnicité. Ça sera toujours axé sur la République, sur la nation et sur le monde, parce que le monde étant devenu un village. Donc mon discours ne sera axé que sur tout ça. Je ne m'accrocherai jamais sur un discours tribal, parce que ce n'est pas un esprit républicain. Merci Tony Bolamba. Vous l'avez dit, vous avez des compétences et c'est par l'école que l'on forme. On va parler de la formation de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, une jeunesse congolaise dont on dit que le niveau acquis au sortir notamment du secondaire et de l'université est en dessous des standards internationaux. Sur cette question, beaucoup semblent s'en inquiéter. Et vous, Tony Bolamba, avec vous, nous allons voir ce qui peut être apporté comme correctif pour que l'école congolaise forme des compétences pour demain.
Tony Bourama, nous le disions tout à l'heure, donc justement, les premiers résultats des examens d'État sont sortis. Oui. Le Congo est d'ailleurs devenu experte. En une semaine, on a le résultat après les examens d'État. On a connu le Congo, il fallait attendre presque 2 ou 3 mois. Est-ce que ces résultats qui sortent rapidement peuvent inspirer confiance et ensuite, pour quel niveau ces Congolais, ces jeunes Congolais qui sortent des secondaires, sont-ils capables d'affronter les grandes universités? Bon, vous savez, les niveaux d'éducation chez nous ont un peu baissé, nous le savons. Heureusement pour nous, nous avons une jeunesse qui est très motivée pour s'en sortir. Si nous mettons, par exemple, les moyens beaucoup plus sur les budgets de l'éducation, rénover les écoles, moderniser les infrastructures universitaires. C'est ce que je vois, moi. Mais est-ce que cela suffit? Non, ça, ce sont des travaux tape à l'œil. Parce que quand on parle de la rénovation des écoles et des moyens d'école, c'est-à-dire donner, par exemple, une rémunération adéquate à ceux qui dispensent les savoirs, d'ailleurs, pour qu'ils aient un esprit calme, afin d'apporter une éducation de bon niveau, de bon niveau pour nos élèves ou pour nos étudiants. Donc, tout part de la situation sociale de ceux qui dispensent même ces savoirs-là. Donc, l'enseignant doit être révalorisé. Il faut révaloriser les enseignants et nos professeurs d'université, leur donner des moyens adéquats afin qu'ils puissent travailler avec un esprit apaisé et dispenser et partager les savoirs. Il faudrait aussi donner les moyens aux infrastructures, des bases. Par exemple, quelqu'un qui a une interrogation demain et la nuit n'a pas d'électricité, comment voulez-vous que cette personne fasse son devoir? Un enfant qui doit aller à l'école, il ne peut pas se laver les matins, il sera en retard à l'école. Donc nous avons des défis, l'énergie par exemple, et les défis sociaux que nous devons relever pour que nous puissions stabiliser et augmenter les niveaux d'éducation de nos enfants. Donc tout part de là. Oui. Mais ceci dit, c'est aussi une jeunesse quand même qui n'est pas très scolarisée. Vous savez, le niveau d'alphabétisation de la RDC a baissé. Oui, le niveau a baissé parce que c'est ça que je dis, la situation sociale ne permet plus aux parents, par exemple, de subvenir aux besoins ça coûte trop cher de mettre un enfant à l'école. De leurs enfants, oui. Donc si vous étiez un élu, vous irez dans le sens de proposer une école gratuite? Oui, mais la Constitution l'a dit. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Moi, j'étais avec le ministre de l'Éducation il y a 1 an, en septembre dernier à New York, lors de l'Assemblée nationale des Nations Unies. Je lui ai posé la même question. C'était mon voisin à l'hôtel. Bon, il ne m'a pas répondu, vous savez. J'estime que nous devons mettre les mécanismes nécessaires pour que nous puissions répondre rapidement à une scolarité gratuite. Oui, mais sauf que primaire. le Congo n'a pas les moyens. C'est le budget du Congo est l'un des plus faibles. Non, le Congo, moi j'ai toujours dit, le Congo n'est pas 9 milliards de dollars, c'est rien du tout. Oui. Le Congo, où est-ce qu'il va trouver l'argent pour l'éducation? Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Oui. Où est-ce qu'on trouve de l'argent pour acheter des grosses limousines que nous voyons à travers la ville? Donc si on peut en trouver, on peut en trouver pour l'éducation. Donc vous voulez prendre toutes ces limousines, les vendre pour non, mettre l'argent sur l'école? Nous devons vivre en harmonie avec les moyens dont nous disposons actuellement. Je suis content qu'on construise un immeuble pour les gouvernements. Oui. Bon. Moi, j'ai toujours dit aux gens, dans la vie, nous avons des priorités. Et dans la priorité, nous avons la priorité des priorités. Et dans la priorité des priorités, nous avons les urgences. Oui. Je ne suis pas contre qu'on construise un immeuble pour les gouvernements. C'est un bien de la République, qui restera pour la République. Je n'allais pas non plus être contre si on rénovait, avec cet argent, on rénovait Epé Massina, Institut Kassai, Epé Kisuka. Je ne serais pas non plus. Mais non, c'est dans nos priorités que nous devons voir nos urgences. Donc il faudrait que le gouvernement fasse un plan bien défini et définir nos urgences. L'éducation, la santé, l'énergie, qui est un grand défi pour une vie saine et décente de nos populations. Oui, mais vous notez quand même qu'aujourd'hui, pour une famille modeste, oui. Si, selon les chiffres des Nations Unies, le Congolais vivra avec $1 par jour, payer une école qui coûterait 350 $ par enfant. Moi, je crois que les Nations Unies s'est trompées. Il y a des Congolais qui ne vivent avec rien par jour.
Donc, Oui. ils se sont encore trompés. Parce Oui. que nous vivons les réalités sur le terrain. Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec nos familles. Nous vivons avec ces peuples-là. Donc, nous sommes bien déterminés pour parler de ce qui se passe chez nous. Raison pour laquelle, des fois, je suis choqué de voir dans une télévision en Angleterre, aux États-Unis, qu'on voit un expert de la RDC. Bon, j'ai dit, ces messieurs, il est expert de la RDC. Qu'est-ce qu'il connaît des Ngomba Kinkosa? Non, des Ngomba. Qu'est-ce qu'il connaît des Kimbase? Qu'est-ce qu'il connaît des Mikal ou des... Qu'est-ce qu'il connaît? Mais il est expert en RDC. La RDC ne s'arrêtera pas dans l'un des hôtels luxueux ici dans la commune de Kalina où nous sommes, de la Gombe. Comme aurait dit l'ambassadeur de France, la République de la Gombe. Bon, c'est un monsieur, bon, il vit dans sa République de la Gombe. Oui. C'est son problème. Il vit dans la République de la Gombe. Bon. Est-ce que ça vous a choqué, ce discours de l'ambassadeur de France? Bon, ça m'a pas choqué. Bon, même si on doit faire passer un message fort, il faut, oui, il faut le passer avec beaucoup de courtoisie. Avec beaucoup de courtoisie. Bon, la République de la Gombe, peut-être qu'il s'est appuyé sur ceux des nôtres qui vivent dans l'opulence et laisser leurs compatriotes dans les dénuements total. Peut-être qu'il a voulu dire cela, je crois d'ailleurs. Bon, si je n'entre pas dans sa pensée, j'essaye d'analyser ses dires. C'est à nous de prouver au monde que nous pouvons être un peuple uni, que nous pouvons être un peuple social, parce que l'essence sociale même, c'est africain. On ne nous a pas appris le socialisme, ou on ne nous a pas appris la solidarité ou le Parlement. En Europe, la solidarité est payée, parce que quand nous travaillons, nous cotisons. C'est avec cet argent que l'État assiste les moins nantis de la population. Donc, nous pouvons créer des mécanismes. Nous sommes un pays qui a des potentialités. Nous ne sommes pas un pays qui en manque de potentialités. Les potentialités sont là. Nous devons créer des mécanismes. Nous devons être républicains et patriotes. En tout cas, Tony Bolamba, je sais que vous avez ouvert une porte là en évoquant justement ces échanges qui doivent être civilisés entre nous ici au Congo-Kinshasa. Il y a quelque temps, le président Joseph Kabila a proposé des consultations nationales en vue de mettre en place un dialogue politique inclusif, un dialogue qu'il voulait entre Congolais, mais que beaucoup dans l'opposition ont décliné, estimant qu'il devait être un dialogue entre guillemets internationalisé avec des intermédiaires internationaux. Aujourd'hui, on a l'impression justement que ce beau projet est en train de s'enliser. Doit-on oublier ce dialogue et continuer d'avancer? Moi, je pense qu'on ne doit pas oublier ce dialogue, parce qu'il y a beaucoup de ressentiments dans la population. Si nous oublions ce dialogue, nous irons droit au mur. Au mois de février de cette année, je revenais toujours de l'étranger. Après les émeutes, j'avais d'ailleurs... Les 19, 20, 21 et 22 janvier. J'étais, je pense, sans aucune prétention, être les premiers à suggérer qu'il fallait absolument et rapidement que nous ayons des échanges entre nous, les républicains. Parce que je vois là où notre pays se dirige. Au mois de janvier 2012, après les élections, j'avais suggéré qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un gouvernement d'ouverture. Oui. Je crois que j'en avais parlé avec vous à Paris. Bien sûr, je vous ai reçu sur mon plateau à Paris. J'avais suggéré que nous ayons un gouvernement d'ouverture parce que les élections n'étaient pas apaisées. Il faut apaiser les esprits à un certain moment de la République. C'est comme là, actuellement, la situation sociale étant très catastrophique. Oui. Ici, dans notre continent, dans notre pays, si quelqu'un vous dit le contraire, c'est que la personne ne vit pas avec nous. Il vit ailleurs. Oui. Nous qui sommes ici, même ceux qui vivent à l'étranger, ils savent que la situation sociale est catastrophique puisqu'ils envoient des mandats, des mandats à leur famille. À leur famille oui. Tout le temps. Donc ils savent qu'ils subviennent aux besoins des leurs qu'ils ont laissés ici, chez nous au pays. Ce dialogue est très important pour nous. Ça va nous permettre d'exposer nos mécontentements en face de ceux qui ont la charge de diriger la cité. Fuir le dialogue, ce n'est pas responsable. Un responsable doit affronter la vérité. Mais mon plus grand regret est qu'en Afrique, souvent, ceux qui se radicalisent sont des dissidents. Si on regarde, par exemple, à l'époque du MPR, moi je suis un moboutiste, je suis un ancien du MPR, ceux qui étaient des radicaux vis-à-vis de nous, c'était l'UDPS, oui. qui est une dissidence du MPR. Monsieur Tshisekedi a été ministre, vice-président de l'Assemblée, cofondateur du MPR, tout ça. Après, il s'est radicalisé.
ce sont des dissidents qui amènent les radicales, D'accord. les radicalismes. Si on regarde aujourd'hui la tête d'affiche de l'opposition radicale, c'est mon aîné Vital Kamerhe, qui est un dissident Du PPRD. du PPRD. Cofondateur et même... Oui, ce sont des dissidents qui nous amènent l'esprit radical. Nous ne devons pas être des radicaux pour parler de la République. Moi, j'appelle vivement, s'ils vont me suivre aujourd'hui, je les appelle tous à une table de négociation pour parler de la République. On ne doit pas exposer nos mécontentements. Comment on doit parler avec les nouveaux envoyés spéciaux des Nations Unies, de l'USA, des USA? Des USA dans la région. Oui, M. Perello. Oui, mais on refuse de parler avec nos propres frères à qui nous avons des choses à dire. Tony Bolamba, sans vous couper la parole, mon confrère Botomougou Kalomé a justement produit la semaine dernière dans son thématique coup franc, invitant Kabila à dialoguer même avec lui-même, quitte à le faire avec lui-même. Or, justement, c'est ça la vraie question. Même entre ceux qui disent de l'opposition, il n'y a pas de dialogue entre vous. Non, moi je dialogue avec tout le monde. C'est une chance d'ailleurs. Oui. Moi, je suis en bon terme avec tout le monde. Parce que même dans la Bible, je dois pas, nous sommes un pays laïque, mais je dois m'appuyer peut-être sur certaines écritures. Même dans la Bible, Dieu a dialogué avec Satan. Oui. Quand Satan s'est promené, Dieu l'a appelé pour lui demander où il allait. Ils ont parlé de Job. Ils ont fait une concession, que Satan pouvait tout prendre, mais sauf l'âme de Job. Donc nous pouvons dialoguer. Et Satan a soumis Job à tout oui, donc nous pouvons toujours dialoguer avec ceux qui nous dirigent. Nous ne sommes pas d'accord de la façon dont la cité est gouvernée. On doit trouver un compromis pour que nous ayons des élections apaisées. Moi, pour moi, l'essence de ces dialogues, c'est que nous ayons des élections apaisées. Mais il ne faut pas des signaux de la part du pouvoir, notamment puisque les autres n'ont pas confiance. Qu'est-ce qu'il faudrait comme signaux pour justement débloquer cette situation qui semble quand même il faudrait que nous nous mettions d'abord autour d'une table et évoquer les problèmes. Parce que tant que nous ne nous rapprochons pas pour parler, comment nous pourrons faire de nos divergences une convergence. Donc, bon, je suis d'ailleurs peut-être aussi d'accord de la façon dont les choses se passent, parce que je sais qu'à la fin du compte, ça traîne on va toujours trouver un compromis, on va toujours trouver un point convergent. Les Congolais, il ne faut pas sous-estimer notre esprit de dialogue. Lorsque nous sommes partis à Sun City, sans le suggestion, mais vous avez vu, le temps qu'on a mis pour arriver à Sun City, on est parti de Gaborone, on est allé à Addis Abeba. Les accords de Lusaka. Oui, mais l'essentiel était que nous trouvions un accord pour mettre la fin aux hostilités qu'il y avait dans notre pays et que nous puissions continuer. Et l'essentiel aujourd'hui pour nous est que nous puissions mettre... nous puissions apaiser les esprits et permettre l'alternance que souhaitent les peuples congolais en 2016. Avec un processus qu'on dit qui serait mal en point, avec les premiers reports pour les premières élections proposées par la CENI. Il y a eu même des confusions entre la CENI et le ministère de l'Intérieur. Par exemple, pour l'Équateur, normalement, c'était les mardis derniers qui devaient s'arrêter les enregistrements. Après, ça a été reporté. Mais les républicains restent calmes. Moi, je suis républicain, je suis un citoyen. Donc, je reste calme. Même s'ils disent les élections, c'est demain, j'irai. On fera les élections et les républicains gagneront. Ça ne vous inquiète pas, ce glissement dont on parle? D'ailleurs, voilà un nouveau vocable politique que le Congo a le secret, le glissement. Beaucoup disent qu'on s'est essayé dans le glissement puisque le calendrier donné par l'abbé Apollinaire Malou, le président de la CENI, on le disait pas tenable et déjà, on voit les premiers résultats, les premiers reports sont là. Non, moi je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, ni quelqu'un qui a toujours... D'alarmiste, vous n'êtes pas alarmiste? Non, ni des préjugés vis-à-vis des autres. Oui. J'aime attendre la fin des choses. Vaut mieux la fin d'une chose, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc nous devons attendre. Si à la fin, arrivé l'année prochaine, nous n'aurons aucune élection, là nous pourrons nous prononcer. Mais est-ce qu'on ne peut pas anticiper justement sur, comme Mwanansemi le disait ici, il est d'accord pour tout de suite cette question de transition. Cette question de Mwanansemi, j'avais déjà dit, quand on veut parler de la République, il faut parler des gens sérieux. Il ne faut pas prendre un monsieur apparenté au Boko Haram, parce que Boko Haram, c'est une secte. C'est comme ça que ça a commencé? Oui, c'est une secte. Boko Haram, c'est une secte. Oui, mais lui, c'est un parti politique. Non, c'est un mouvement religieux, culturel,
est politique. Il faut qu'on sache s'il est culturel, s'il est religieux, s'il est politique. Politiquement, sa suggestion n'est pas sérieuse. Donc, quand on parle des choses sérieuses, il faut parler de la République. Ma suggestion, par exemple, vous avez parlé du dialogue. Quand certains des nôtres appellent aux intermédiaires internationaux, moi, j'ai dit non. Je proposerai, parce qu'on ne peut pas s'opposer ou contredire sans proposer. Bien sûr. Moi, je proposerai, par exemple, il y a Maman Zouziou Mbongo, qui est une dame qui a occupé beaucoup de fonctions, qui n'est plus active politiquement. Donc, elle peut rassembler. Bien sûr. Au lieu que nous ayons un étranger pour être notre médiateur, nous pouvons prendre une de nos mamans, parce que nous, en Afrique, nous avons beaucoup de respect. Et on sait combien les mamans pour nos mamans sont rassembleuses. Oui, on peut prendre une de nos mamans qui n'est plus active politiquement, donc elle n'aura pas de parti pris pour nous départager, si je peux dire ainsi. Et trouver une solution pour la paix dans notre pays. Donc, dans ces sens-là, d'ailleurs, moi, j'écrirai au président de la République et j'écrirai à Maman Zouziou Mbongo pour demander, pour solliciter sa disponibilité pour la République, pour intervenir comme média. Pour accompagner cette démarche. Oui, pour accompagner la démarche. Et sinon, est-ce qu'un dialogue aujourd'hui est possible entre les différentes factions de l'opposition, puisque vous vous situez dans cette faction? Les dialogues est possible, parce que les dialogues est possible, parce que nous avons un point commun. Dégager un consensus. Oui, nous avons un point commun et que nous ne sommes pas d'accord de la façon dont la République est gouvernée. C'est les points communs déjà. Donc les dialogues peuvent commencer sur ces points, sur cette base. Après, nous verrons d'autres choses qui arriveront. Est-ce que vous ne regrettez pas que la rencontre de Washington à laquelle vous avez assisté n'ait pas été suivie justement de cette rencontre que vous aviez tous souhaité, puisqu'on est tous dans ce dialogue? L'échec de ce premier dialogue ne préfigure-t-elle pas l'échec de ce dialogue aussi? Bon, c'est un peu un regret. C'est un peu un regret, mais je reste toujours très positif, que nous ferons beaucoup d'avancées positives dans le sens d'un dialogue. Pour la République, on ne doit pas avoir un esprit de doute. Pour la République, on doit toujours cultiver un esprit d'harmonie pour la bonne marche et l'apaisement de la cité. En tout cas, M. Tony Bolomba, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de ce grand Likita spécial RDC, enjeux et défis. Quant à vous, je vous donne rendez-vous avec d'autres invités qui vont évoquer sur ce plateau les enjeux et défis de la RDC. C'était le grand Likita, un magazine de Joseph Pouloulou. Merci.